Devenu vieillissant, le centre technique communautaire de Bitche est aujourd'hui en pleine transformation. Les travaux ont démarré au mois de novembre dernier avec un objectif clair, moderniser le bâtiment et adapter le site aux besoins actuels des services communautaires. Sur le chantier, les premières phases ont déjà été engagées avec une profonde restructuration de l'existant. Extension, renforcement de l'isolation et remise aux normes des bâtiments viennent progressivement remplacer des locaux devenus inadaptés. L'idée, c'est déjà de remettre tout aux normes d'un point de vue thermique. D'un point de vue accessibilité, parce qu'il y avait déjà des vestiaires existants notamment, mais ils n'étaient plus du tout aux normes, il n'y avait pas de vestiaires hommes-femmes séparés. Donc l'idée c'est vraiment on crée une extension, on repart d'une base saine, on peut gérer facilement les réseaux plutôt que de casser ce qui existe. Tout le reste a permis de libérer des espaces pour vraiment le personnel, créer des zones de travail agréables. Et du coup, il y a besoin de bureaux importants, d'où l'extension des bureaux côté rue. Au total, plus de 350 mètres carrés supplémentaires seront créés grâce à la construction de cette extension. Une réorganisation complète des espaces intérieurs est également prévue, accompagnée d'une rénovation esthétique du site. À terme, le centre technique pourra accueillir une cinquantaine d'agents dans des conditions de travail améliorées. L'objectif est aussi de renforcer la qualité du service public en regroupant l'ensemble des services communautaires sur un même site. On avait souhaité au niveau de la communauté de communes se doter d'un centre technique qui puisse à la fois accueillir l'ensemble des personnels qui ont augmenté au travers des compétences que nous avons prises, au travers des services supplémentaires que nous assurons à destination du public. Je pense aux ordures ménagères dans le cadre de la régie, naturellement à l'instruction des permis de construire, la question de Tubéo, la GEMAPI avec du matériel supplémentaire. Et donc il nous a été important en matière de priorisation des investissements et il nous paraissait important d'investir dans ce centre technique. Parmi les nouveautés, un magasin prendra également place à l'intérieur du bâtiment, permettant une meilleure gestion du matériel et des équipements. Une nouveauté aussi, c'est que nous aurons un magasin, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas de centralisation qui est faite des consommables. L'ambition aujourd'hui, c'est de rassembler, de pouvoir gérer l'ensemble des consommables au travers d'un magasinier, de gérer l'ensemble du parc matériel et des outils au travers d'un responsable. Et donc, c'est de professionnaliser un tout petit peu ces choses-là. 12 mois de travaux sont prévus pour un coût estimé à 4 millions d'euros. L'emménagement des services est programmé cet été pour une ouverture complète du centre technique communautaire en septembre. Bonjour à tous. Comment faire en sorte que des professionnels de santé communiquent avec des patients des deux côtés de la frontière ? Eh bien, c'est la question qui est posée aujourd'hui lors de cette 4e journée de la santé transfrontalière organisée ici à Sarrebruck, dans le bâtiment qui se trouve juste derrière moi. Et pour répondre à cette question, je vous propose tout de suite d'aller à la rencontre de différents professionnels de la santé, de l'éducation, pour tout simplement savoir quelles sont les actions menées pour faciliter cette communication linguistique transfrontalière. Allez, suivez-moi. Alors, Madame Haumann, dites-moi, quelles actions ont été développées dernièrement entre la France et l'Allemagne pour faciliter justement cette compréhension entre les professionnels de santé et leurs patients des deux côtés de la frontière franco-allemande ? Il faut bien dire que c'est la 4e journée de la santé transfrontalière, mais c'est la première journée pendant laquelle les langues et la communication sont au cœur de l'événement. C'est vrai, il y a beaucoup d'activités autour du sujet de la santé. C'est un sujet majeur pour construire cette région transfrontalière où nous vivons ensemble, mais les langues et la communication ne sont pas toujours au premier plan. Une étude franco-allemande a été menée il y a 2 ans pour recenser les besoins exacts des professionnels de santé en matière de communication auprès de leurs patients. Nous nous sommes intéressés aux compétences réelles, mais aussi aux représentations, aux auto-évaluations de ces compétences. Et on a appris que bien que beaucoup de personnes aient des compétences assez bien développées, vu le nombre d'années d'apprentissage, ils ne se sentent pas toujours en sécurité linguistique. 300 personnes ont participé à cette étude. De là sont nées plusieurs offres linguistiques. Exemple avec le projet Sprachführer für die deutsch-französische Arbeitswelt, guide de conversation pour le monde professionnel franco-allemand. On a rencontré Max Pent, l'un de ses contributeurs. Dites-moi en plus sur votre projet. Voilà.
volontiers. C'est une petite brochure que j'ai malheureusement pas avec moi à ce moment, qui focalise différents contextes au monde du travail. Par exemple, la candidature, écrire un email, faire une pause avec des collègues français parce qu'on a là une grande différence interculturelle avec ces deux cultures de manger. D'accord, donc c'est-à-dire que d'un côté, il y a votre brochure, donc là où on apprend finalement les fondamentaux interculturels et basiques en français et en allemand. Et il y a aussi ce cours en partenariat du coup avec les acteurs que vous venez de mentionner. Exact. Et ce cours, il est basé sur une enquête scientifique sur les deux côtés de la frontière. Et nous avons posé la question au personnel médical, de quoi avez-vous besoin? Et là, tout ce qu'ils ont répondu a été intégré dans nos cours du français médical. Ces cours linguistiques et cette brochure sont un vrai soutien pour cette infirmière en soins intensifs à Sarrelouis. Wir hatten einen Patienten, der Französisch gesprochen hat und er konnte halt gar kein Deutsch und ich wenig Französisch und er hatte halt immer mit den Händen auf das Bett geschlagen und es hat sehr lange gedauert, bis ich konnte evaluieren, was sein Problem oder sein Bedürfnis war und jetzt fällt es mir deutlich leichter nach dem Kurs, deswegen finde ich es auch sehr wichtig, sowas zu machen. Plus largement, les acteurs de la santé en milieu transfrontalier pourront bénéficier de ces nouvelles offres linguistiques. Exemple avec la coopération franco-allemande en cardiologie. En 10 ans, plus de 1000 patients français ont été accueillis à la clinique SAG de Völklingen en Sarre. Il existe donc de réels besoins en matière de communication. C'est encore un défi malheureusement. On a quand même pas mal de soignants et de médecins qui sont bilingues, mais ça reste au quotidien assez compliqué. Et ce n'est que le début. Par exemple, le cours à destination des professionnels de santé va se poursuivre dès la fin du mois de février à l'université populaire La Volkshochschule à Saarbrück. J'ai une chanson a cappella, est-ce que tu veux que je la fasse ? Pour l'instant, la salle est encore vide, mais dans quelques heures, elle sera pleine. Ce soir, Lisa Dan va monter sur scène au W de Woeswiller, chez elle. Née ici, la chanteuse de 21 ans s'apprête à vivre un moment à part, son premier concert dans sa commune. Mais avant le concert, il y a encore beaucoup de travail, répéter, ajuster, recommencer. Un concert que Lisa prépare depuis des mois et qui approche à grands pas. On est en train de répéter avec tous les musiciens, on est 5 sur scène, donc on répète tout l'après-midi, on revoit un petit peu les derniers détails. Je suis un peu stressée parce que là, la salle, elle est quand même un peu grande. Et en plus, c'est à Woeswiller, j'ai grandi ici, donc c'est un autre stress quand même, car je connais beaucoup de gens, il y a beaucoup de mes proches qui viennent, donc j'ai envie de bien faire. Voilà, on verra comment ça va se passer, mais en tout cas, les répètes se passent bien. Dès que je passais en bus en rentrant de l'école, je voyais la salle, je disais un jour je chanterai ici, et ça y est, c'est ce soir, donc je suis hyper stressée, mais ça va bien se passer, ça va être bien, il faut profiter et ça va être cool. Autour d'elle, les instruments prennent place, batterie, guitare, piano et bien sûr Lisa au micro. Entre le studio et la scène, la jeune artiste a fait son choix. Entre le studio et la scène, moi je préfère largement la scène parce qu'on partage en fait avec les gens. C'est un peu le cadeau de tout le travail qu'il y a derrière pendant tous ces mois de composition, de studio justement. C'est autre chose, c'est vraiment autre chose. J'adore le studio aussi, mais on est tout seul, donc c'est moins bien. Là, il y a les gens, il y a les regards, il y a les émotions et c'est différent. Coucou, bienvenue dans ma loge. Voilà, c'est un peu le bazar, mais il y a plein de choses, il y a des choses. Nous sommes maintenant à 2 heures du concert et après avoir répété une bonne partie de l'après-midi, Lisa Dan s'est retirée dans sa loge pour se préparer. Plus de 300 personnes sont attendues. Parmi elles, sa famille, ses amis et des visages qu'elle connaît très bien. Je connais la terre entière dans la salle. Il y a toute ma famille, il y a tous mes amis. Il y a même ma coach de twirling qui est venue. Ah, il y a Cynthia, ouais. Du coup, non mais vraiment. Pour la chanteuse, le stress monte petit à petit. Et ben là, ça commence à monter tout doucement le stress. Mais en tout cas, ça va bien se passer. Je suis très contente de jouer à Woeswiller. Et ça devrait aller. Je suis entourée par des super personnes. J'ai des super premières parties. Il y a toute ma famille qui est là. Donc c'est que du bonheur, quoi. Ça va être bien. Il a 8 heures à la tête, quoi.
Je connais. Concert de qui? On va au concert de qui ce soir? Lisa. Oh, trop mignon. Oh, trop mignon. C'est trop chou. Ah, elle savait pas qu'elle venait. Oh, trop mignon. À mesure que l'heure approche, les derniers détails se règlent. Dans les coulisses, place aux échauffements de voix. Des habitudes maintenant bien rodées juste avant de monter sur scène. Alors, j'ai pas vraiment de rituel avant de monter sur scène, mais je m'échauffe beaucoup la voix, ça c'est super important. Je bois beaucoup d'eau et je reste un peu dans ma bulle. Il y a une période, j'écoutais de la musique pour me mettre un peu dedans, une musique un peu épique comme ça, tu sais, mais ça je le fais plus parce que du coup je préfère me concentrer vraiment autrement. Mais non, il y a des chanteurs, ils ont des rituels, tu vois, mais moi j'en ai pas. Sur scène, Lisa proposera un concert à son image, moitié composition personnelle, moitié reprise. L'heure est désormais arrivée, Lisa Dan entre sur scène chez elle à Wouswiller. Un premier concert à domicile devant les siens que la chanteuse n'est pas près d'oublier. C'est un des leaders en Europe de la conception et de l'assemblage de cellules frigorifiques pour les transporteurs. La société Lamberet dispose de 3 sites en France et un autre en Allemagne. L'un des sites de production se trouve à Sarreguemines. Le sous-préfet de l'arrondissement, Wassim Kamel, est allé découvrir cet acteur économique local. Et j'étais à milieu de douter que le leader français, l'un des principaux producteurs européens en matière de caissons frigorifiques, avait une partie de lui à Sarreguemines. J'ai vu la qualité et le travail fait par une 50aine d'agents avec des équipes très soudées. La gamme proposée par l'entreprise est très étendue, allant du vélo triporteur jusqu'au conteneur maritime, en passant par la semi-remorque, avec des volumes allant de 1 à 100 mètres cubes. La conception des cellules est très pointue. On imagine quand on voit une cellule frigorifique, une cellule blanche très simple, mais au final, c'est quelque chose de très complexe où on va venir répondre à toutes les spécificités que le client peut demander. C'est une technologie qui est perpétuelle en développement, donc du coup actuellement on innove tout le temps. On vient d'être récompensé à Solutran sur la mousse HPI, donc la haute performance isolante. Le site de Sarreguemines emploie 49 personnes dont 6 intérimaires. Il a dégagé un chiffre d'affaires de plus de 8 millions d'euros en 2025. Des investissements ont été réalisés pour améliorer la sécurité et l'environnement de travail des salariés, notamment par rapport aux matières utilisées. On a mis en place cet investissement de 700 000 euros qui a démarré en mars 2025. On a mis en place dans les 2 ateliers principaux de l'usine, en menuiserie et en stratification, un système qui permet de renouveler l'environnement, le volume d'air de ces ateliers-là, 5 à 6 fois par heure. La structure sur Sarreguemines existe telle quelle depuis 25 ans. Dans ses projets, elle souhaite encore plus développer sa production de caisses frigorifiques en kit. Elle s'est entourée d'un réseau de partenaires qui peut assembler les kits sur les lieux de livraison. Actuellement, 90% de la production est exportée vers l'Europe de l'Est. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Beach et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Super U Rohrbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Il fait trop froid pour sortir faire les courses? N'hésitez plus, commandez en ligne, on s'occupe de la préparation. Drive ou livraison, disponible en toute saison. La météo avec U, commerçant autrement.
Bonjour tout le monde, c'est une plutôt belle journée qui nous attend pour demain. La matinée débutera sous des brumes et brouillards, mais qui vont rapidement se dissiper pour laisser place à un ciel dégagé et un soleil généreux. Côté température, les minimales iront de 0 à 3 degrés et les maximales de 8 à 10 degrés. Demain, nous fêtons les Jacqueline et il fera jour de 7h55 à 17h43. Nous gagnerons 3 minutes de soleil. Passez tous encore une belle journée et un excellent week-end. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous propose une émission un peu différente. Partez avec moi à la découverte du 16e bataillon de chasseurs à pied, ici à Bitche. Un régiment ancré dans son territoire, moderne, engagé et dont les soldats s'entraînent chaque jour pour être prêts à intervenir partout où la France en a besoin. Bonjour capitaine Clément. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors avant de parler un petit peu du 16, on va s'intéresser un petit peu à vous, si vous voulez bien. Alors depuis quand êtes-vous dans l'armée ? Ça fait un peu plus de 10 ans. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager ? Je voulais servir mon pays et j'étais attiré par l'idée de pouvoir commander des hommes et des femmes, les entraîner à se surpasser à l'entraînement et en mission en France comme à l'étranger. D'accord. Et quelle a été votre première attribution ? Est-ce que c'était à Bitche ou alors autre part ? J'ai d'abord servi au 5e régiment de Dragons à Maïlcan et j'ai ensuite été affecté au 16e bataillon de chasseurs à pied comme capitaine. D'accord. Et là, ça fait combien de temps que vous êtes Et donc là, ça fait 4 ans. D'accord. Pourquoi l'armée de terre ? Je pense que c'est venu assez naturellement parce que mon père sert dans l'armée de terre et j'ai également un frère aîné qui sert dans l'armée de terre. Donc peut-être ça m'a entraîné vers ça aussi. Et puis c'est peut-être le métier que je connaissais le mieux au moment où j'ai choisi de servir dans les armées. Alors là, on se dirige vers le pas de tir, c'est ça ? Tout à fait, où j'ai une section qui est justement en entraînement au tir. Tir donc à la fois en embarqué, c'est-à-dire dans son véhicule de combat de l'infanterie, le VBCI dans lequel nous nous trouvons actuellement pour nous diriger sur ce pas de tir, et également en débarqué. C'est un tir de niveau section, donc il suit également, donc il a un contexte tactique pour entraîner à la fois au tir, mais également au commandement des différents échelons, que ce soit du chef de groupe qui commande ici 2 équipes ou du chef de section qui va commander ses 3 à 4 groupes. D'accord. Et donc, quelle est la spécificité de ce véhicule ? Il est très impressionnant. Hein ? Effectivement, alors c'est à la fois un véhicule de transport et de combat, c'est-à-dire que le VBCI, comme vous pouvez le voir, donc le véhicule de combat de l'infanterie, peut transporter 8 hommes à l'arrière. Au total, on peut monter jusqu'à 11 avec le chef tactique qui se trouve juste derrière le pilote. Et vous avez également le tireur qui est en tourelle, donc on monte à 11. Et ce véhicule, en plus de déplacer les fantassins, peut également combattre, c'est-à-dire qu'il est équipé d'un canon 25 et d'une mitrailleuse en coaxiale, donc de calibre 7,62. Et donc, ce sont avec le canon de 25 mm et cette mitrailleuse, il va être en mesure de combattre d'autres véhicules blindés ennemis. Et donc il a cette spécificité-là. Il a fait ses preuves déjà en mission, que ce soit en Afghanistan, en Afrique, sur Barkhane, etc. Et donc c'est un véhicule qui est toujours utilisé et qui est très efficace pour ces 2 points-là. Et vous avez combien de véhicules de ce type sur le camp de Bitche ? Alors, en théorie, on en a 12 par compagnie actuellement. Donc là, actuellement, sur le camp de Bitche,
On est à une 50aine de VBCI. Ah oui, d'accord, ok. Et quel autre type de véhicule, peut-être des plus petits que... Ça, c'est le plus gros que vous avez? Ça, c'est effectivement le plus gros qu'on peut avoir au 16e bataillon de chasseurs à pied. Après, il y a d'autres véhicules qui vont pouvoir nous accompagner. Il y a les nouvelles gammes de véhicules qui vont être employés notamment à la compagnie d'éclairage et d'appui. On va avoir du Serval pour des équipes plus légères qui vont être plus mobiles. Également, en termes de véhicules, c'est principalement cela. On peut retrouver également au sein du train de combat numéro 2, donc qui va s'occuper de soutenir le bataillon au cours de son action, du petit véhicule protégé, etc. Mais tous sont moins lourdement armés que le VBCI. Halte en tête, courir face sud-sud-ouest, en mesure de saisir des bunkers. Et enfin 30, appuyé 40, en mesure de reconnaître jusqu'à Delta 35. Alors là, nous venons d'assister à un entraînement. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu plus en détail ce à quoi on a assisté? Eh bien, la section effectuait un tir de niveau section, justement, c'est-à-dire qu'elle suivait un canevas tactique, elle avait un thème tactique qui était donné par le chef de section qu'on pouvait entendre à la radio. Et la section était là pour tirer à la fois avec ses véhicules blindés de combat et en débarqué, c'est-à-dire les fantassins avec leurs armes de dotation de groupe, que ce soit les fusils, les mitrailleuses, etc. D'accord. Et donc après, on s'est déplacé donc dans un second train, là où on est ici. Donc ça, c'était la suite de l'entraînement, hein, c'est ça? Tout à fait. C'est le tir section a pour particularité aussi d'être un exercice dynamique, et ce qui nous permet, ce qui est aussi une caractéristique pour nous de s'entraîner avec nos véhicules blindés comme infanterie mécanisée. C'est de tirer avec ces véhicules, de se déplacer avec, d'être appuyé par ces véhicules également au moment où le groupe est débarqué et peut tirer. Donc c'était la continuité de l'exercice, effectivement. Et à quelle fréquence est-ce que vous pratiquez ces exercices? Je dirais qu'on le fait tous les 2 mois environ. En revanche, les sections tirent beaucoup plus souvent sur le camp de Beach, ce qui nous est permis par la proximité du bataillon avec le camp, puisque nous sommes juste à côté, donc le tir s'organise à la journée et c'est très simple pour les sections de tirer. Et au niveau de l'équipement, alors on les a vus y tirer avec quoi? Décrivez-moi un petit peu tout l'équipement. Alors, donc il y a la partie de l'armement en tant que tel que nous avons pu voir tirer. Nous avons vu tirer les canons de 25 mm des véhicules blindés de combat de l'infanterie. Nous avons également vu tirer au moment où les groupes ont débarqué des fusils d'assaut HK416, mais également des fusils de précision type SCAR, des mitrailleuses à terre, les MAC 58 de calibre 7,62. On a pu également voir donc des tirs de fumigène, etc. En parallèle, en termes d'équipement en tant que tel, sur le combattant, outre son équipement de combat typique, il va avoir aussi ses transmissions pour pouvoir communiquer au sein de la section et du groupe. Et on a pu également voir déployer des moyens qui sont propres aussi maintenant aux compagnies de combat et aux sections, c'est-à-dire les drones qui sont là pour la reconnaissance, l'observation, mais également, et donc pour cette remontée d'informations, qui vont également pouvoir avoir des capacités maintenant d'attaque, notamment sur des véhicules légers. Voilà, quelque chose qui a été développé, des drones qui peuvent être construits également au sein du bataillon. Est-ce que le pactage du soldat est lourd? Je dirais qu'il a, d'une certaine manière, oui, c'est-à-dire qu'il a peu évolué au cours de l'histoire. On a remarqué que ce soit le légionnaire romain, le grenadier napoléonien ou aujourd'hui le fantassin français, en fait, globalement, on demande aux soldats de porter le même poids. On tourne autour d'une 40aine de kilos avec les différents équipements. Ah oui, 40 kilos, c'est énorme. Alors, d'une part, on passe sur une réduction du poids par les nouveaux textiles, par les nouveaux matériaux, etc. Mais d'autre part, puisqu'on a plus d'armement et on demande plus de polyvalence au groupe de combat d'infanterie, eh bien on va lui demander d'avoir plus de munitions en lien avec cet armement également, mais de transporter de l'équipement qu'il n'avait pas auparavant en rajoutant du drone ou alors de la protection qui peut être de la protection balistique, etc. Et donc au niveau du maniement des armes, justement avec la nouvelle technologie, est-ce que c'est plus compliqué qu'à l'époque de tirer ou au contraire plus facile? Il y a des aides pour tirer, je dirais en termes d'optique, que ce soit sur le véhicule comme sur l'homme.
On apprend toujours en revanche à tirer de manière dégradée, c'est-à-dire ce qu'on considère dégradé sans ces outils technologiques. Donc en un sens, c'est peut-être plus simple immédiatement, mais on travaille les savoir-faire pour pouvoir continuer à tirer comme on pouvait le faire avant. Et au niveau de l'entraînement, justement, au tir, à quelle fréquence est-ce que vous faites ça ? Nous, globalement, je dirais que pour prendre l'exemple du dernier mois, les sections ont pu tirer toutes les semaines. Ah oui. Donc sur les phases quand la compagnie n'est pas directement en préparation mission sur le point de partir ou en mission, ici elle peut tirer de manière hebdomadaire. Alors le camp de beach s'étend jusqu'à Aspelshit. On a aussi Aurélie Muller qui transmet sa passion de la nage en eau libre justement dans cet étang. Et il y a d'autres associations aussi du secteur qui animent le territoire et puis on va en découvrir une tout de suite. Regardez. Depuis 25 ans, il existe à Anchambert un club pas comme les autres, le club de Sobukai, un lieu où la discipline et la camaraderie sont au cœur de chaque entraînement. Les séances sont dirigées par l'instructeur, dit sensei dans la discipline, qui transmet bien plus qu'une technique. Son enseignement met l'accent sur la maîtrise de soi, la confiance et la précision du geste. Le Sobukai, ça englobe les différentes disciplines qu'on pratique. Comme par exemple ce soir, on fait de l'aïkido, mais on a encore d'autres disciplines en parallèle, comme le sabre, le bâton, et encore du kempo et du sogo. Tout ça s'appelle le Sobukai. Aujourd'hui, une trentaine de licenciés, de 8 à 65 ans, s'y entraînent régulièrement. Débutants et pratiquants confirmés évoluent ensemble, chacun à son rythme, dans un cadre structuré et bienveillant. L'aïkido, c'est pas un sport, c'est un art martial qui permet de se maîtriser et de se contrôler, de rester calme dans toutes les situations et le respect dans la discipline qui me plaît beaucoup. On a beaucoup qui viennent au club qui sont très timides à la base. Et après, au fil du temps, ils commencent à s'épanouir et ça parle plus, ça bouge plus, ça s'exprime beaucoup plus. Comme par exemple l'échauffement qu'on fait au début, tout le monde le fait avec les noms en japonais. C'est la première chose qu'on apprend. C'est la première chose qu'on apprend. Hein. Après, à compter, à parler en japonais. Hein. Le Sobukai développe la concentration, le contrôle et la discipline, mais aussi la camaraderie et l'entraide. On progresse en groupe, on apprend les uns des autres et chaque séance renforce autant le mental que le physique. La progression fait partie intégrante du parcours. Les pratiquants peuvent franchir plusieurs paliers et ainsi obtenir différentes ceintures qui viennent reconnaître le niveau technique, l'engagement et l'évolution personnelle de chacun. Le club est ouvert à tous et pour les intéressés, il est possible de venir essayer gratuitement en se présentant à la salle polyvalente d'Anchambert les mardis et jeudis soirs à partir de 19h. Bonjour caporal-chef Léo. Bonjour. Alors là, vous allez me faire une petite présentation d'une arme. Alors déjà, comment elle s'appelle ? Alors cette arme, c'est la FN Minimi, qui est l'arme d'appui dans les groupes d'infanterie. D'accord. Et est-ce que vous pouvez me la présenter un peu plus en détail Oui, c'est ce qu'on appelle un fusil mitrailleur ou mitrailleuse. C'est une arme qui fonctionne soit avec des chargeurs, soit avec des bandes, avec des maillons qu'on va mettre directement dans l'arme. C'est un système de piston à gaz, assez classique dans l'armement. Je me trouve maintenant au stand juste à côté avec le sergent Mathieu et vous allez vous me présenter un peu d'autres équipements. Oui, bonjour. Bonjour. Ici, nous avons ce qu'on appelle une Vector. C'est une jumelle qui permet de télémétrer avec un télémètre laser, qui permet de connaître la distance et aussi le gisement. C'est une jumelle qui est orientée face au nord, donc avec une boussole intégrée à l'intérieur qui permet d'avoir tout simplement l'azimut et le gisement de ce qu'on vise tout simplement. Bonjour, je suis le caporal-chef Jérémy et aujourd'hui je vais vous présenter le Parrot. Donc, c'est un drone qu'on utilise dans l'armée française, donc il y a différents types de drones dans l'armée française. Celui-ci c'est le modèle Parrot
Donc là, j'ai le drone ici avec 4 pales, donc les 4 pales avec les hélices, et commandé ici avec la télécommande. Donc là, sur la télécommande, je vois directement ce que le drone voit. Et en fait, j'ai toutes les informations sur la tablette directement. Je peux envoyer le drone jusqu'à 4 km depuis ma position. Et en fait, je peux avoir vraiment toutes les informations, notamment ici, les coordonnées précises d'un objectif. D'accord. Donc là, je vois tout. Alors, dernier stand avec le caporal-chef Max. Vous allez me présenter ce drôle d'engin que j'ai pris pour un télescope, mais qui n'en est pas du tout un. Expliquez-moi ce que c'est. Alors du coup, ici, nous avons le missile de moyenne portée, donc le MMP, qui est une pièce anti-char et anti-infrastructure. Ok, donc rien à voir avec ce que je pensais. Pas du tout, mais en fait, on a un zoom x3 qui peut faire télescope. Ah, bah voilà. On a une portée d'environ 4000 mètres. Ok. Donc, qui peut être poussée jusqu'à 5000 mètres. Donc ça peut être un télescope. Donc pour vous présenter ici le BOC, du coup, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est ce qui va nous servir à repérer la cible et à diriger le missile. Donc le missile, il est philo-guidé. Ça veut dire que quand il va partir de la machine, en fait, il va y avoir un câble qui permet que nous, on puisse le bouger pendant qu'il vole. Ah, d'accord, Voilà, pour ok. qu'il puisse toucher sa cible avec une erreur de 0 sur 0. Et le câble peut aller jusqu'à combien de mètres alors 4000 du coup. Ah, 4000 mètres Voilà, aussi. 4000 ok, mètres. d'accord. Donc ici, nous avons le missile avec une double charge creuse, ce qui va permettre de traverser du blindage, donc pour les véhicules blindés, ou alors 2 mètres de béton armé pour tout ce qui va être bâtiment ou bunker. Donc nous avons une première charge creuse ici. Ici, nous avons une charge militaire, donc des explosifs antipersonnels. Ici, la deuxième charge creuse et les systèmes de propulsion du missile. Alors vous m'avez emmené maintenant dans la salle d'honneur de la première compagnie du 16e BCP. Depuis quand le 16e BCP est-il implanté ici à Beach? Il est implanté ici depuis 2009. D'accord. Alors j'ai pu voir un petit peu partout que votre blason, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, c'est un corps de chasse, hein, c'est ça? Effectivement, puisque nous appartenons au corps des chasseurs à pied, qui était une troupe d'élite qui a été créée sous le roi Louis-Philippe Ier, et donc qui hier était une troupe légère, qui aujourd'hui est une troupe mécanisée, mais on cultive toujours cette idée de vitesse, comme vous avez pu le voir avec les différents véhicules qu'on possède au bataillon. Alors justement, quelles sont les grandes missions du 16e BCP? Eh bien, le 16e bataillon de chasseurs à pied appartient à la 2e brigade blindée. Donc, nous contribuons aux missions de la 2e brigade blindée en termes de contrats opérationnels, c'est-à-dire les opérations à l'extérieur ou les missions de courte durée à l'étranger ou hors du territoire métropolitain, mais également des missions de protection du territoire national. Et simplement au quotidien, l'entraînement et l'instruction de nos chasseurs pour pouvoir répondre à toutes ces missions. Et combien de temps dure une mission? Alors, c'est variable, mais ça va généralement de 2 à 4 mois en fonction de la mission. La durée peut encore varier, mais on est plutôt sur ce format-là. Et après, quand vous rentrez de mission, est-ce que vous avez un temps de pause qui est prévu ou comment ça se passe? Alors, tout à fait. Il y a un temps de remise en condition du matériel, mais également un temps qui est pris de repos pour les hommes avant de reprendre les activités, l'entraînement, pour se préparer à de nouvelles missions. On va parler un petit peu du quotidien des soldats. À quoi ressemble une journée type? Eh bien, ils vont se lever à 6 heures. Ils vont mettre en place les travaux d'intérêt général dans la compagnie. D'accord. Voilà, ils vont nettoyer les couloirs, etc. Il va y avoir une revue qui va être passée. Ensuite, ils vont se présenter au bureau de leur section, à leur chef de section, qui est un lieutenant ou un sous-officier ancien. Voilà, parce qu'on va faire une situation de prise d'armes pour savoir qui est présent ou non. Ensuite, il va y avoir un rassemblement compagnie entre 7h30 et 7h45 en fonction des unités. Et à l'issue, ils vont commencer leur journée généralement par une séance de sport. La deuxième partie de matinée va être consacrée à de l'instruction. La pause déjeuner, évidemment, ensemble au mess, ou alors, s'ils sont sur le terrain, ce sera en ration. Et puis l'après-midi, on va poursuivre sur de l'instruction. Donc, soit en salle de cours, soit sur des simulateurs qu'on peut avoir au bataillon, simulateurs de tir véhicules blindés de combat de l'infanterie, des simulateurs de tir de missiles moyenne portée, soit dehors, sur le camp de beach, en manœuvre, à l'extérieur sur des camps nationaux. Et la journée type, elle va toucher à sa fin avec la diffusion des ordres par les sections sur les coups de 17h30. Et donc, sur ordre, ils vont pouvoir partir en quartier libre. D'accord, ok. Donc après, ils sont libres de rester, de sortir, c'est ça, du camp?
C'est ça, tout à fait. Et est-ce que le sport est obligatoire? En tout cas, en infanterie, on encourage les sections à faire du sport et nos hommes à faire du sport, et tous ont le goût de l'effort et le font. Et généralement, les sections font tous les jours du sport. Et alors dans les fonctions support par exemple, est-ce que par exemple à la cellule communication, est-ce que ces personnes se doivent aussi de rester en bonne forme physiquement, de faire du sport? Oui, tout à fait. Alors d'une part, ça fait partie de notre ADN et je pense que chaque soldat en fait a le goût du sport. Mais en plus, on a annuellement des épreuves qu'on doit pouvoir passer, et donc il y a un entraînement qui est nécessaire. Et ça concerne chaque soldat qui est considéré comme un combattant également. Donc tout le monde a un rythme sportif et ça se traîne aussi à s'entraîner et à passer ces épreuves annuelles. D'accord. On a également des challenges au bataillon qui sont organisés et auxquels tout le monde participe. Donc c'est l'occasion de briller, quelle que soit la spécialité ou la cellule. D'accord. Et donc, est-ce que tout le monde habite sur le camp ou alors il y a des personnes qui habitent à l'extérieur? Non, il y a une partie des chasseurs effectivement qui habitent directement en compagnie, ici même sur le camp, en bâtiment de cadre célibataire, mais également en secteur civil, sur la garnison de Beach même ou dans les villages alentours. D'accord. Et vous êtes combien de personnel ici sur le camp à travailler alors? Eh bien, au bataillon, on est déjà plus de 1000. Mais si on y rajoute les unités entraînées à l'année, les classes également de la 2e brigade blindée, là on peut rajouter plusieurs centaines encore d'hommes qui s'entraînent quotidiennement à Beach. Donc tous ces hommes et ces femmes font un petit peu vivre la région. Et justement, combien est-ce que de femmes vous avez ici sur le camp? Alors on a environ 5% de femmes là, qui sont présentes au bataillon et sur le camp en général. Comment est-ce qu'on devient militaire? Donc est-ce qu'il y a des études spécifiques à faire ou expliquez-moi un petit peu. Pour devenir militaire, on va souvent se renseigner sur le recrutement à travers des centres d'information et de recrutement et qui vont pouvoir nous orienter dans une branche qui nous convient. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir présenter sa candidature et sous réserve de bien être apte physiquement, d'être jugé bon pour le service, entre guillemets, on va pouvoir s'engager. Il n'y a pas de diplôme spécifique qui sont demandés pour s'engager. Alors on va marquer une petite pause et faire un bond dans le passé. Est-ce que la date du 12 janvier 2012 vous parle? Alors personnellement non, je suis sûr que j'ai des chasseurs suffisamment anciens à la compagnie pour savoir ce qui s'est passé, mais alors justement, oui. Alors elle a marqué l'histoire du 16e BCP. Ce jour-là, le ministre de la Défense Gérard Longuet avait fait le déplacement à Beach et il n'était pas venu les mains vides. Regardons. Une distinction d'exception pour les Furieux. Les Furieux, c'est le surnom de la 2e compagnie de combat qui fait partie du 16e bataillon de chasseurs. Et si le ministre de la Défense s'est déplacé en Moselle, c'est en premier lieu pour honorer cette compagnie en décorant son fanion de la Croix de la valeur militaire avec palme de bronze et avec citation à l'ordre de l'armée. Unité opérationnelle particulièrement performante, a fait preuve de force morale exemplaire et de qualité tactique remarquable pour contribuer à la neutralisation des forces rebelles dans sa zone d'opération. Pour son action déterminante, mérite d'être cité en exemple. Ces honneurs, la 2e compagnie de combat les doit à son action en Côte d'Ivoire et notamment son comportement au feu lors de la bataille d'Abidjan en mars-avril 2011. Les 140 soldats de la compagnie ont constitué l'essentiel des troupes de contact durant cette bataille. Ils se sont aussi illustrés dans les opérations d'extraction des ressortissants français et étrangers de Côte d'Ivoire. Merci capitaine, merci pour votre disponibilité, pour toutes vos explications. Grâce à vous, le monde militaire me paraît un petit peu moins mystérieux. C'est vrai que la population a parfois l'impression d'un univers assez fermé. Et pour changer cette image, vous organisez régulièrement des journées portes ouvertes? Oui, tout à fait. Les prochaines devraient avoir lieu en 2027. Mais d'ici là, en juin, le bataillon organise une course d'obstacles auxquelles seront invités notamment les écoles. D'accord, ok. Donc tout le monde est invité à venir découvrir votre univers alors. Tout à fait, oui. Merci beaucoup et puis peut-être à bientôt. Merci, à bientôt. De mon côté, je vous donne rendez-vous le mois prochain dans un autre lieu et avec un autre invité.
Et hop là!